En manchette, aujourd'hui, c'est officiel, le passeport vaccinal sera implanté au Québec en septembre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc, aujourd'hui, le 10 août. C'est donc officiel, il y aura un passeport vaccinal début septembre. Aujourd'hui, il y avait conférence de presse du ministre de la Santé, M. Dubé. Donc, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, a donné les différents détails concernant le passeport vaccinal à venir. Très prochainement, on écoute un extrait de la conférence de presse du ministre de la Santé. D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84% ont reçu une première dose et c'est quand même important, 70% en date d'aujourd'hui ont reçu une deuxième dose. Alors, quelques chiffres. Je sais que certains nous suivent de très près avec ces statistiques-là. Il nous manque 400 000 deuxièmes doses pour atteindre notre objectif initial de 75 % de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose, c'est ce qui représente notre 84 %, et 5,2 millions avec une deuxième dose, qui représente le 70 % dont je parlais tout à l'heure. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre, seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation récente des cas, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière. Le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre objectif est que le passeport vaccinal permette aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, je veux qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événements publics à fort achalandage? Ici, on pense entre autres à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars, aux restaurants ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les 3 premières vagues. Bon, maintenant, ça c'est pour à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour qu'on se prépare bien dans les 3 prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote. Moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon.
compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre Le Bourgneuf, on va faire un test pendant 2 jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application, je vais sortir mon petit téléphone pour tout à l'heure, l'application elle-même, parce qu'il va y avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va y avoir aussi une application pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Caroline est prête, elle pourra vous donner des réponses. Je pense qu'ils ont très hâte de commencer demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. Econofitness à Laval, à Vimont. Alors, Econofitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure, il y a même un propriétaire de bars qui sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces 3 projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre dans les prochaines semaines de faire des ajustements nécessaires à la mécanique d'application, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les passeports, puis là je pense aux bars, aux gyms, aux restos, mais aussi aux salles de spectacle, aux festivals, d'être capable de voir comment l'application peut être ajustée au cours des 3 premières semaines pour être prêt au 1er septembre. Le gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la table des préfets de Lanaudière, est heureux d'attribuer une aide financière de 868 722 $ pour appuyer la réalisation de 25 projets de nature touristique dans la région de Lanaudière. La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, la présidente de Tourisme Lanaudière, Agathe Souriol, et le président de la table des préfets de Lanaudière, Normand Grenier, en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une tournée de la ministre dans la région. On écoute à ce sujet la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. On sait que le tourisme est un levier économique de premier plan pour le Québec. Les entreprises touristiques génèrent bien évidemment des retombées économiques qui sont très, très importantes pour nos communautés, mais il y a bien plus que ça. C'est aussi un vecteur d'identité, de vitrine d'exception pour nos talents québécois partout au Québec. Et avec le tourisme, à travers le tourisme, on a goûté à l'unicité d'une région comme la nôtre, celle de Lanaudière, à son dynamisme, sa créativité évidemment, ses paysages exceptionnels. C'est donc avec beaucoup de conviction que je vous dis que la relance économique du Québec au Québec ne peut se faire sans une industrie touristique qui est très forte. Je suis particulièrement heureuse de voir l'engouement de tous les Québécois pour notre beau grand territoire qu'est le Québec, un des plus beaux terrains de jeu au monde qui, évidemment, apporte un souffle qui est bienvenu à nos entreprises dans la Lanaudière comme ailleurs au Québec. Mais le travail ne se termine pas là. On va continuer d'accompagner nos entreprises touristiques et on le voit déjà à travers les sondages et partout au Québec. On allonge la saison estivale. Les gens vont décider de prolonger leurs vacances ou de les prendre plus tard en août et en septembre. Prolonger donc les séjours, diversifier l'offre touristique. Et je suis convaincue qu'avec ces efforts-là, entre autres avec l'équipe de tourisme Lanaudière, on va pouvoir se sortir de cette crise-là encore plus fort. Il y a beaucoup de projets qui naissent, qui grandissent ici dans Lanaudière, et ce malgré la pandémie, qui prouve encore une fois à quel point notre industrie touristique est non seulement créative, mais très, très résiliente et qui est motivée encore plus que jamais à faire de la destination de Lanaudière un endroit qui se démarque encore davantage. Tous les entrepreneurs de notre région sont proactifs et le gouvernement du Québec, votre gouvernement, continue de les appuyer.
C'est donc avec une immense joie que j'annonce aujourd'hui des investissements de près de 870 000 $ pour soutenir la réalisation de 25 projets de nature touristique ici, dans la Naudière. Demain, nous vous présenterons des entrevues exclusives, notamment avec Caroline Proulx, Agathe Soriol, entre autres, donc à suivre à notre bulletin d'information demain. Allons maintenant à la pause. Mallory, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Les anniversaires en ce 10 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claude Gladu. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Louis Tellier, à Louis Lacasse. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Réjeanne Bellumeur. Les mêmes filles d'Isabelle, le même organisme, souhaite aussi bonne fête à Lise Dagenet et à René Aubuchon. Aussi, on souhaite bonne fête à Rena Adams. C'est son amie Estelle Coulombe qui nous a appelés pour partager ses vœux d'anniversaire. C'est votre anniversaire à vous. Aujourd'hui, 10 juin, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Festival de la Naudière. Maintenant, le festival étant terminé, Xavier Roy, directeur général du festival, et Renaud Loranger, directeur artistique, ont dressé un bilan plus tôt aujourd'hui. On les écoute. Le festival a commencé le 16 juillet, un jour plus tôt que prévu initialement, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano. C'était une belle surprise. Évidemment, on en parlait depuis plusieurs semaines, mais l'assouplissement des restrictions d'entrée au Canada est intervenu juste à temps, au début du mois de juillet, pour permettre à M. Nagano de venir sans faire de quarantaine, parce que c'était la seule manière pour lui là, de venir. Il n'était pas disponible, il ne pouvait pas venir pour 2 semaines de plus. Mais on a été très chanceux vraiment par rapport à ça. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus dirigé devant public à Montréal, qu'il n'avait plus dirigé l'OSM. On se souviendra que M. Nagano a quitté la direction musicale de l'OSM l'année dernière, un peu, c'est triste à dire, mais un peu en queue de poisson, là, alors qu'on lui préparait des adieux sur plusieurs mois, incluant 2 grands concerts ici à l'amphithéâtre en juillet 2020. Donc, c'était quand même très symbolique, c'était très touchant aussi de le revoir. Puis ça a donné vraiment un coup d'envoi là, au festival qui est parti sur les chapeaux de roue avec ce concert-là. Jacques Lacombe, qui a dirigé la 5e de Beethoven le lendemain, c'était aussi une très, très belle soirée. Et Jacques est revenu ensuite, plus tard en juillet, pour 2 concerts avec l'OSM. Ça faisait longtemps que Jacques n'était plus venu diriger au festival. En fait, ça faisait 17 ans. On avait peine à le croire, mais Jacques était très présent à une certaine époque avec l'OSM ici, notamment dans l'intérim entre M. Dutoit et M. Nagano. Mais évidemment, une fois que le directeur musical, M. Nagano, était installé, bien, c'est lui qui venait au festival pendant l'été.
On a eu aussi de très beaux débuts des artistes canadiens importants qui font de belles carrières ici à l'étranger, mais qui ne s'étaient pas encore produits au festival. Je pense notamment avec les Violons du Roi au violoniste Kirsten Leong, qui nous a fait des saisons de Piazzolla d'anthologie le 24 juillet. Je pense aussi au violoncelliste Brian Cheng, qui était avec l'OSM la semaine suivante. Je ne peux pas non plus passer sous silence les concerts de la fin de semaine dernière là, qui ont conclu le festival en apothéose, vraiment. Intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec Marc-André Hamelin, Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, 3 concerts là, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, donc avec l'Orchestre métropolitain, et également le 8 août, combiné à cette Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, la création, la première mondiale d'une œuvre commandée par l'Orchestre métropolitain, une compositrice canadienne d'origine autochtone, Barbara Crowell, Barbara Assidjinak, qui revient maintenant à son nom autochtone, en fait. Voilà, donc une courte pièce là, qui a été jouée ici dimanche après-midi pour la première fois. Parfait. Puis, tu sais, je sais que le premier spectacle, justement, quand vous avez annoncé le 16, Ken Nagano, oui. Ça a fait vraiment un engouement. Je pense que c'était plein après, quoi, oui. 2 jours? 2 jours, absolument. On parlait de ça tout à l'heure. La grande inconnue pour nous, pour l'ensemble du festival, c'était vraiment la manière dont le public allait se comporter. Aussi sur des délais très, très courts. Parce que quand même, on parle de 11 concerts à l'amphithéâtre, jauge d'environ 1500 personnes. Bon, ça fait quoi? 15, presque 17 000 billets qui sont disponibles et qui sont disponibles en très, très peu de temps. Et l'exemple du concert de Ken Nagano est parfait parce qu'en effet, donc, le concert a été annoncé le 6 juillet et c'était complet 48 heures plus tard. Ça montre que les gens sont vraiment... ils ont soif de musique, ils ont soif de se retrouver, de revenir en salle. Ils ont soif de revenir ici aussi, à l'amphithéâtre, qui est tellement un bel endroit. Donc, ça augure... Moi, je pense que ça augure très bien pour la reprise dans le domaine culturel. Mais il ne faut pas non plus se cacher que c'est une route qui va être encore longue, même si le festival a été un très grand succès. Il y a énormément d'artistes un peu partout au Québec là, qui ont très, très peu travaillé depuis 1 an et demi. Le rythme général est encore un peu, j'ai envie de dire, incertain. Et puis, c'est pas vrai que tout va reprendre comme avant non plus. Donc, il faut pas ignorer ça là, pour l'ensemble du milieu culturel. Exact. Ouais. Moi, j'étais allée voir le spectacle justement avec les grands ballets. Puis, moi, ça m'a impressionné qu'ils fassent avec des masques. Oui. Je voyais, puis ça doit être vraiment... C'est un apprentissage, je suppose. C'est dur de faire un spectacle de 1 heure avec des masques. Oui. Puis ça, c'est un bon exemple parce que c'est vrai pour les musiciens, mais c'est peut-être encore plus vrai pour les danseurs. Ce sont pratiquement des athlètes, ces gens-là. Puis ils n'ont pas beaucoup travaillé pendant très longtemps. C'est un grand défi aussi pour eux sur le plan physique, simplement, de retrouver l'endurance, de retrouver la forme, de retrouver Parce que nous, le public, tout le monde, on demeure quand même très exigeant envers eux. On s'attend à voir des choses d'un certain niveau d'excellence. Le 23 juillet, par exemple, en plus, il faut dire que la température a été à peu près parfaite. Oui. Pendant tout le festival. J'ai des festivaliers de très, très longue date qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah, il n'y a pas plu une fois pendant un concert. Ça s'est jamais vu. » C'est bon, ce qui est probablement vrai. Donc, on a été bénis par rapport à ça. Néanmoins, le soir du spectacle des Grands Ballets, il y a eu un coup de pluie vers 6h30, 7h moins quart. Et tranquillement, après... s'est installée une humidité, mais une humidité froide. Et il y avait un peu de condensation sur la scène. Moi, j'étais assez près de la scène, puis j'entendais le bruit des pas des danseurs là, sur la surface un peu humide, puis je me disais, mon Dieu, puis c'est arrivé en quelques minutes. Hein. Je me disais, j'espère que ça va pas les déboussoler, parce que, bon...
Mais c'est simplement ça fait partie un peu des aléas là, des spectacles à l'extérieur de toute façon. Ouais. Bien, en fait, les 2 premiers concerts étaient à guichet complètement fermé à l'amphithéâtre, donc nos 2 concerts d'ouverture cette année. Et ensuite, il y en a eu plusieurs autres par la suite qui étaient complets. En église aussi, la réponse a été super. Vraiment, on a senti au fur et à mesure que le festival avançait que le mot se passait. Que les normes sanitaires étaient bien respectées, que les gens se sentaient accueillis, en sécurité sur le site. Donc, il y a comme eu un engouement qui s'est multiplié au fur et à mesure que le festival avançait, ce qui fait que le dernier week-end a affiché, les 3 concerts étaient à guichet complètement fermé, donc autour de 1600 personnes chaque soir, ce qui est super. T'sais. Pour beaucoup de gens qui étaient à l'amphithéâtre, c'était le premier événement avec autant de public. Puis d'avoir ce privilège-là, d'être le premier événement pour ces gens-là, ça a été extraordinaire cette année. Puis je suppose aussi, il y a une question un peu de sécurité dans l'optique où c'était à l'extérieur. Donc j'imagine que ça a créé peut-être un sentiment de sécurité, si je peux dire ça comme ça, pour que les gens viennent. Oui, mais en fait, c'est sûr qu'un concert à l'extérieur, ça rassure. Mais après ça, il y avait aussi beaucoup de mesures qui étaient mises en place sur le site pour s'assurer que non seulement on était à l'extérieur, mais que la distanciation était respectée. Donc, on a tracé avec la Place des Arts et la Ville de Joliette des centaines de carrés blancs de 2 mètres carrés pour que, même sur la pelouse, les gens maintiennent une distanciation. Sous le toit, il y avait des espaces entre chacune des bulles familiales. Donc, ça a été beaucoup de gestion, ça a pris beaucoup d'imagination en collaboration avec la Place des Arts, d'imaginer cette manière-là de garder le public à distance. Mais au final, je pense que les gens se sont sentis en sécurité, se sont sentis bien accueillis. Puis il faut dire que les bénévoles, l'équipe, on avait tellement hâte de revoir les gens, puis le public avait tellement hâte de revenir que tout se faisait dans le sourire puis dans la bonne humeur. Donc, ça a vraiment été magique comme expérience. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À son domicile de Saint-Ignace de Loyola, le 12 juillet, à 83 ans et 8 mois, décédé M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondou, demeurant à Saint-Ignace de Loyola.
lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses 2 petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forget, Jérémy, Joanie Desrosiers, ses 2 filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolice, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Gillot, Noëlla Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolice, feu Micheline Lapolice, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondou, Marielle Goulet, feu Yvon Mondou, ainsi que les membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 août, 14h, au salon Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août, à 86 ans, est décédée Mme Carmel Courchaine, fils de feu Octave Courchaine et de feu Yvonne Plante, demeurant à Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Diane Courchaine, Normand Courchaine, sa filleule Nathalie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis dimanche le 15 août dès 13h au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au complexe à 14h. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le jour même. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo d'aujourd'hui et de demain. Donc cette nuit, c'est nuageux avec risque d'orage, donc température ressentie de 27 et température pour cette nuit 22, donc c'est plutôt chaud pour la nuit. Si on passe à demain matin, donc mercredi matin, c'est une température de 22 avec possibilité d'orage toujours, vu l'humidité par défaut, effectivement, il y a une possibilité d'orage. Donc avec une température ressentie également de 28. Pour demain après-midi, faites attention, il va faire très chaud, donc ressenti 41. La température à la base, donc sans l'humidité, est de 31. Donc, c'est nuageux, mais il n'y a pas de possibilité d'orage. Et si on regarde demain soir, là, c'est température ressentie de 37 et encore une fois, possibilité d'orage avec une température de 27. Donc, ressenti 37, la température 27. Donc, il y a toujours un avertissement de chaleur qui est émis sur Météo Média. Donc, l'avertissement de chaleur, comme on l'a mentionné hier, est là jusqu'à vendredi. Donc, on va voir les températures très chaudes. Il faut faire attention pour si on fait de l'exercice physique à l'extérieur. Le rapport UV pour aujourd'hui est élevé. La qualité de l'air est bonne. Au niveau du pollen, donc c'est modéré. On est pile dans la saison du rhume des foins, comme on l'appelle. Donc, c'est sûr que l'herbe à poux est modérée. Donc, parfait, c'est tout pour la météo aujourd'hui. Merci. On termine avec un petit bilan COVID en ce 10 août. 120 cas actifs dans la Naudière. Par MRC, on parle de 21 cas dans la Matawini, 9 cas dans Montcalm, 6 cas dans Joliette. MRC des Moulins, 40 cas. MRC de l'Assomption, 41 cas. C'est à la hausse. Et dans la MRC de Dautré, on compte en ce 10 août 3 cas. Donc, c'est la MRC qui compte le moins de cas. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 10 août. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de votre bulletin de nouvelles.